Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors explique-nous déjà de quelle promo tu viens. Alors, promo 1966. J'ai quitté Lille en 1966 et j'ai fait une spécialité après à l'Institut national des sciences appliquées, des sciences et techniques nucléaires, pardon, l'INSTN. Ça remonte déjà à quelques années, pardon si je bégaye. Où j'ai fait un peu de nucléaire et puis après j'ai travaillé. Je travaillais dans la métallurgie, dans la métallurgie constructive. Je travaillais à la société Babcock Atlantique et on faisait des capacités de la chaudronnerie lourde, aussi des réacteurs, des colonnes distillées, des choses comme ça. J'ai quitté ça pour refaire une formation à la suite d'un séjour en Russie sur une unité pétrolière. J'ai quitté pour pouvoir faire une année de spécialisation dans le pétrole et dans le génie chimique et la pétrochimie. Et là, je suis rentré chez Technip, où j'ai fait de la mise en route pendant quelques années, des années à mon avis qui étaient essentielles pour comprendre un peu tous les métiers d'ingénieur. C'est extrêmement formateur. J'insiste là-dessus car ça m'a toujours servi cet apprentissage-là. Ensuite, quand Technip a eu un certain nombre de soucis financiers, j'ai quitté pour les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, où j'ai travaillé jusqu'à ma retraite. Et là, j'ai fait de la construction navale, spécialisé dans les emménagements, les locaux publics, l'architecture d'intérieur, et aussi j'étais spécialisé dans les méthaniers. Je me suis occupé de la cuverie, de l'isolation des méthaniers. Bon, puis après, je suis parti à la retraite. Pour le travail à l'étranger, ça a essentiellement consisté dans ma période de mise en route, hein, puisque j'ai travaillé en Algérie, en Pologne, en Chine. Oui. Alors, Justement, pour cette période-là que tu as consacrée à la mise en route, est-ce que tu peux décrire un peu plus précisément, un peu plus concrètement, en quoi consistait l'émission? Quand on a une unité de production, que ce soit du polyester, du polyéthylène, des coupes du raffinage, hein, on construit, il y a plusieurs phases dans notre travail. Il y a d'abord une construction, on construit une unité. Lorsque l'unité est en fin de construction, les gens de la mise en route vont sur le site, font les check-in, les vérifications, ce qu'on appelle le pré-commissioning. Dans la suite de ça, on fait le commissioning, c'est-à-dire on fait en sorte que tout est capable de fonctionner. Lorsque tout est capable de fonctionner, on injecte la charge et puis on récupère les produits, on fait les ajustements si nécessaire et on vérifie que les produits fournis sont à la spec, sont conformes à la spécification. Voilà, le travail de mise en route. Et pour ton poste que tu as passé au chantier naval, c'était quoi tes missions Alors oui, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu les mêmes missions que chez Technip. Après avoir fait la mise en route, j'étais ingénieur de projet. Donc c'est la gestion d'un projet avec les équipes d'études, de production, d'une part, qui représentent l'entreprise, que ce soit Technip ou que ce soit le chantier de naval, le chantier de l'Atlantique, et le client. C'est-à-dire que pour le client, je suis le représentant de l'entreprise, et pour les entreprises, pour les entreprises, je suis leur client. Les entreprises qui ont travaillé, les fournisseurs, je suis leur client. Donc c'est un poste charnière entre le produit fini et puis tout ce qui va rentrer dans la composition du produit en quelque sorte. Que ce soit des prestations, des matériels. En ce qui me concerne, j'ai pu voir en ingénierie, et soit chez Technip, soit au chantier de l'Atlantique, qu'il y a trois types de carrières, on pourrait dire. Et il y a l'ingénieur de projet. L'ingénieur de projet, c'est un boulot qui consiste à représenter face au client, celui qui a acheté l'installation, l'unité, l'usine, l'atelier. On est le représentant de l'entreprise qui vous emploie. Vis-à-vis des gens de l'entreprise, que ce soit les services de production, d'études, voire des achats, etc., on est le représentant du client. C'est donc un rôle charnière qui n'est pas forcément sécurisant.
Car si ça ne marche pas bien, c'est l'ingénieur de projet qui est responsable, le chef de projet qui est responsable. Parce qu'il peut y avoir des projets importants où il y a un responsable de projet, un chef de projet et d'autres ingénieurs de projet qui s'occupent d'une partie ou d'une autre. Alors, un boulot qui est peut-être extrêmement intéressant et qui est beaucoup plus sécurisant, c'est le boulot de spécialiste. Si vous êtes spécialiste en mécanique ou en génie civil, et que vous êtes toujours à la pointe du progrès, vous suivez bien l'évolution technique, et à ce moment-là, vous devenez quelqu'un de très précieux. Vous devenez un peu irremplaçable. Et c'est un poste tout à fait intéressant, parce que ça peut être passionnant d'être spécialisé dans quelque chose, et en plus, ça apporte la sécurité. C'est ce qu'on m'avait dit un responsable de projet quand je voulais faire du projet. Il me dit, sache que quand tu auras plus la paix, tu seras beaucoup plus cool si tu es spécialiste dans quelque chose que plutôt que responsable d'un projet. Et lorsqu'on est constructeur, comme les chantiers de l'Atlantique qui construisent des bateaux, il y a aussi la production. C'est-à-dire il y a le bord, il y a le montage à bord, il y a le montage des préassemblages des éléments dans les ateliers, il y a le montage. C'est un autre métier, c'est un métier que je connais mal, parce que je n'ai jamais effectué, bien qu'il m'a intéressé. Et j'ai toujours été en contact avec ces gens-là. Donc on connaît leurs difficultés, on connaît tout ça. Mais je ne pourrais pas vraiment en parler dès lors que j'en ai pas vraiment l'expérience. Donc tout au long de ta carrière, tu as eu différentes expériences à l'étranger. Est-ce que tu peux nous raconter ça un peu plus en détail? Oui. Et puis est-ce que tu as aussi observé des différences de mentalité, notamment en Chine, puisque tu y as passé 2 ans? Alors, oui, c'est intéressant. Il est certain que les séjours que j'ai pu passer à l'étranger, c'est toujours des séjours intéressants, captivants, passionnants, et qui apportent plein de questions en même temps qu'on satisfait sa curiosité. Sous réserve qu'on puisse être ouvert. La chose la plus importante, c'est de ne pas juger avec son propre vécu, ses propres schémas, que ce soit organisationnel dans le travail, que ce soit dans la façon de concevoir les choses de la vie tout simplement. Il faut simplement absorber et être à l'écoute et puis essayer de comprendre comment fonctionnent les gens. Cela est vrai que ce soit en France, à Paris, dans la Beauce ou en Chine ou n'importe où. Ça, c'est vrai toujours. Il faut toujours essayer de comprendre comment fonctionnent les autres. Alors, je parle surtout, dans le cadre du travail, il ne faut pas attendre les gens, vos clients en général, puisque si vous allez travailler à l'étranger, c'est pour des clients étrangers, qui fonctionnent comme des clients français. Ils ont des façons de travailler différentes, des organisations différentes. Le rôle des gens ne sont pas toujours les mêmes, même s'ils ont des titres qui pour nous parlent, nous donnent une définition assez claire de leur fonction. Ce n'est pas forcément le cas, et en particulier en Chine. Pour moi, ça a toujours resté un mystère. Les gens, on a l'impression que finalement, ils ont des structures avec des noms comme on pourrait trouver dans nos organisations occidentales, et finalement, les gens, ils ne font pas du tout au poisson Satan, et il faut avoir le feeling pour trouver quel est le bon interlocuteur quelquefois pour pouvoir avancer. Et jamais mésestimer ou quelqu'un parce que vous ne comprenez pas bien ou vu des choses qui vous paraissent un peu absurdes ou absconses. Il faut toujours essayer de comprendre. Un Chinois, il va vous parler de l'arbre qui cache la forêt. Il va vous parler, vous faire parler de l'arbre. On parle de l'arbre, mais en fait, ce qu'il veut que vous preniez conscience, c'est non pas de l'arbre dont il est question, mais de la forêt qui est derrière. Bon, il y a plein de choses comme ça qu'on apprend en Chine, parce que c'est mystérieux, la Chine, ça reste toujours un mystère. Pourtant, j'ai parlé à peu près chinois pour me débrouiller, mais c'est une autre façon de voir. Alors en Chine, et je pense que ça doit être valable aussi dans les pays asiatiques, et peut-être ailleurs, mais peut-être moindre, c'est la face, ce qu'on appelle la face. Jamais faire perdre la face à un Chinois, tout simplement par ignorance, parce qu'on n'a pas fait attention et tout ça. Faites très attention, car si vous faites perdre la face à quelqu'un, vous lui mettez devant son impossibilité de répondre, devant son incapacité à faire quelque chose et tout ça, c'est mortel. La personne vous en voudra, même si vous dites, oui, il ne savait pas,
Mais il faut faire très attention avec ça parce que si vous, au contraire, vous soignez les gens de telle manière que vous ne les mettez pas en face de leurs difficultés, là vous ferez des amis, des gens qui vous comprendront. Ils auront compris que vous les comprenez. Ça, c'est important. Tu as eu de nombreuses expériences, tu as eu une carrière assez longue et justement, est-ce que tu as pu percevoir entre ton début de carrière, ta fin de carrière, des évolutions au niveau du travail de l'ingénieur? Ah oui, certes, mais c'est une question assez vague parce que j'ai évolué aussi parce que j'ai pris d'expérience, j'ai pas fait les mêmes jobs, mais il est vrai qu'au niveau de l'esprit, c'est plus pareil, et je pense que c'est logique qu'on évolue. J'ai trouvé que, c'est une intuition que j'ai plus que basée sur des constats très précis, très rigoureux, que l'importance du travail de l'ingénieur un peu diminue sur le plan technique, diminue par rapport, enfin tout au moins dans ce que j'ai fait, diminue par rapport aux aspects financiers, voire politiques. On a l'impression que le financier, la technique, il n'en a rien à battre, et que c'est ces décisions qui sont suivies, qui sont majeures par rapport à des analyses ou des choix qui auraient pu être faits par des ingénieurs. Et ça, je trouve ça dommage parce que je ne suis pas certain que les choix des financiers soient toujours les choix les plus appropriés. Et j'ai l'impression aussi que, comment on pourrait dire ça, la considération. La considération envers quelqu'un qui connaît, qui sait, qui a l'expérience et tout ça, a diminué. Par rapport à des gens qui savent faire des grands plannings, qui font faire des PowerPoint pour dire qu'on va gagner 15%, etc. Ça, ces gens-là, ils font des carrières parce qu'ils savent parler. Par contre, ils ne sont pas capables de voir s'il y a un truc qui est en retard, qui n'est pas fait. Et ça, je trouve que c'est dommage. Il me semble que l'entreprise perd une certaine partie de sa technicité. Enfin, je parle des ingénieries dans lesquelles j'ai essentiellement travaillé. On perd la technicité, on sous-traite à des entreprises spécialisées, on n'est pas forcément capable de contrôler ce qu'ils font. Je suis sûr qu'il y a des pertes considérables, des pertes financières, des pertes de délai aussi qui sont considérables parce qu'on ne sait pas maîtriser les entreprises. On sous-traite toujours pour se rapprocher au cœur de son métier, mais on perd la technicité nécessaire pour pouvoir contrôler les sous-traitants. Ça a peut-être évolué depuis parce que je suis à la retraite depuis un certain temps, puis je navigue dans un certain milieu. D'autres milieux sont peut-être différents, par conséquent, je vous parle donc en l'occurrence que de ma propre expérience.